et du numérique en éducation séparément. Et enfin, on va se pencher sur les regards croisés critiques du numérique et de l'éducation. Par la suite, nous allons conclure vers la fin avec, bien sûr, une conclusion, tout simplement. Avant de commencer, il s'avère crucial d'apporter des précisions terminologiques et conceptuelles à un ensemble de termes que je vais utiliser fréquemment lors de cette présentation. En l'occurrence, l'usage et l'utilisation. Donc, utilisation et usage sont parfois considérés comme synonymes. Le mot usage correspond également à une pratique, une manière d'agir, ancienne et fréquente, ne comportant pas d'impératif moral, qui est habituellement et normalement observé par les membres d'une société déterminée ou d'un groupe social donné. À l'opposé, l'utilisation aurait un caractère occasionnel, voire conjoncturel. Pour le numérique, s'intéresser aux usages du numérique en éducation implique de clarifier ce qu'on entend par numérique. En effet, il s'agit de technologie aux acteurs. Pour Baran en 2014, le numérique est surtout sert à circonscrire de manière floue un champ très vaste, celui des technologies, de communication de masse et de l'informatique, au sein duquel existent des parcelles très différentes. Le numérique est donc un vaste ensemble allant du matériel informatique au contenu multimédia, une diversité d'acteurs, des industriels aux producteurs de contenu, des collectivités de l'État, des enseignants aux élèves. En relation avec l'approche anthropologique, qui est en deuxième lieu, le numérique peut se définir comme l'ensemble des interactions entre les humains, les machines et les matériaux numérisés. Pour l'anthropologue Marcel Mauss, le numérique également est un fait social qui comporte toujours plusieurs dimensions symboliques, culturelles, historiques, politiques et économiques, qui s'articulent les unes avec les autres. Enfin, il faut rappeler que l'approche sociocritique entend s'ancrer dans une perspective sociologique du numérique en éducation. Internet en 2014, Kerr en 1996 et Selwyn en 2016. Selon cette approche sociocritique, le numérique est vu comme un phénomène éminemment social dans lequel les faits techniques sont entrelacés dans les faits sociaux analysés. Le social s'infiltre dans les outils numériques, de leur processus de conception jusqu'à leur appropriation en passant par leur diffusion. Enfin, l'approche systémique qui conduit à repenser le numérique via une grande partie de l'organisation scolaire et de la professionnalité des acteurs. Le tout repose d'un point de vue systémique sur la mise en relation entre la conception de l'enseignement et de l'apprentissage. Acteurs didactiques également, qui sont enseignants et apprenants, et les dispositifs présentiels, hybrides, distanciels, également les institutions locales, régionales et nationales. Pour l'éducation, l'apprentissage et la formation, toujours dans le cadre des précisions terminologiques, il faut dire qu'apprendre et associer, et enseigner, sont aujourd'hui des verbes radicalement plus exigeants et polysémiques qu'à des époques antérieures. L'éducation, donc, désigne toute action qui assure à chaque individu le développement de toutes ses capacités, physiques, intellectuelles, morales et techniques, incluant l'enseignement qui est plus lié à la transmission à la génération future d'un corpus de connaissances et de valeurs de la vie sociale. Quant à la formation, elle est plus centrée sur l'acquisition des compétences, savoirs ou connaissances, savoir-faire et savoir-être et devenir. En fait, l'apprentissage qui vient en troisième lieu, et voilà, il révèle plus de mécanismes liés aux apprenants. Pour le numérique en éducation, il faut savoir que l'étude du numérique en éducation prend en compte le numérique comme un fait social et va des interfaces aux interactions, des pratiques aux représentations. Le numérique en éducation, comme vous pouvez le constater, est un champ de recherche qui recouvre une grande échelle d'objets, dispositifs technologiques utilisés tels que les équipements, les services, les ressources, et également l'évolution des pratiques professionnelles, les écosystèmes et interactions entre acteurs au sein d'un écosystème complexe, institutions, communautés éducatives, etc. Pour IODI en 2017, les TIS, ou le numérique éducatif, désigne un vaste ensemble allant
de matériel informatique au contenu multimédia, une diversité d'acteurs, comme je l'ai dit, des industriels, etc. Alors maintenant, on va se pencher sur les tendances du numérique. Et bien sûr, suite à ces précisions terminologiques conceptuelles, et notre intérêt, et comme je l'ai dit, je le répète, on va s'intéresser à ces tendances au numérique qu'on va découvrir ensemble. Je reviens aux révolutions industrielles et donc à l'histoire. L'histoire retient 4 révolutions industrielles comme on le connaît tous. Il s'agit d'un vaste mouvement qui commence par la première révolution industrielle jusqu'à arriver à la 4e. Donc, sans tarder, je vais parler plus de la 3e et la 4e. La 4e que nous sommes en train de vivre, et puis la 3e révolution qui a eu lieu au milieu du XXe siècle avec l'avènement de l'électronique, les télécommunications ou encore l'informatique. Et puis, c'était en fait le début de la robotique. Et la 4e révolution industrielle que nous sommes en train de vivre est marquée par l'industrie 4.0 qui désigne une nouvelle génération d'usines connectées, robotisées et intelligentes. Nous sommes entrés donc dans une ère de la personnalisation des produits. Qu'en est-il de cette 4e révolution industrielle? Comme vous pouvez le constater sur la diapo, il est clair que le taux de pénétration des machines augmente au fur et à mesure des années. En 2025, on s'attend à ce que les machines effectuent plus de tâches courantes que les humains, contre 71% en 2018 effectuées par les humains. Cette transformation aura un impact majeur sur la main-d'œuvre mondiale. Sur cette diapo, comme vous pouvez le constater, il y a les compétences qui gagnent en importance comprennent la pensée analytique, l'apprentissage actif, ainsi qu'une demande croissante de diverses formes de compétences technologiques. Cependant, la maîtrise de ces nouvelles technologies n'est qu'une partie de l'équation des compétences. Et comme vous pouvez le constater, l'intelligence artificielle a commencé à automatiser beaucoup de tâches cognitives, répétitives ou hyper complexes. Et il y a des compétences humaines telles que les habiletés relationnelles, les talents artistiques, l'intelligence émotionnelle ou le sens critique sont également pris en considération et touchés par ce mouvement de l'intelligence artificielle. Et donc, on se retrouve dans ce que j'ose dire, ce que je peux appeler un écosystème humain-machine. Et la règle est claire, pour bien vivre dans ce nouvel écosystème humain-machine, il faudra accepter de déléguer à la machine les tâches dans lesquelles celle-ci nous surpasse et mise sur nos forces proprement humaines. Donc, vu que l'accès à l'information s'étant démocratisé, l'école et l'enseignement ne sont plus les gardiens privilégiés d'un savoir. Toutefois, leur rôle de guide pour aider l'apprenant à s'orienter dans cette ère d'information devient crucial. En parallèle, puisque le travailleur de demain devra être capable de se réinventer, il devient primordial pour ce dernier d'apprendre à apprendre. Et donc, cette révolution technologique, c'est aussi une révolution de compétences, bien sûr. Je donne un exemple très simple, c'est celui du mouvement de l'intelligence artificielle, ou ce qu'on appelle les OpenAI. Ce mouvement de l'intelligence artificielle et plus concrètement l'OpenAI, qui est fondé en tant qu'association en 2015 et qui devient en 2019 une entreprise, voilà, il commençait à prendre plus le terrain au niveau, à tous les niveaux, au niveau éducatif, au niveau social. En fait, l'objectif qui a été mis en place pour la société OpenAI était plutôt de promouvoir et développer un raisonnement artificiel à un visage humain et qui, bien sûr, profitera à toute l'humanité. Nous avons, bien sûr, vu sur la toile beaucoup de produits phares de ce mouvement et le plus connu et celui qui fait plus d'écho de nos jours, c'est le ChatGPT, Generative Pre-Trained Transformer. Ce modèle d'apprentissage profond qui comporte 175 milliards de paramètres commence bien sûr à répondre à nos questions, à générer du texte, traduire du texte. Depuis début avril 2022, bien sûr, s'appuyant sur ses connaissances, demandées de langage,
le chat GPT est tellement utilisé par les industriels, par les étudiants, par les familles, par tout le monde, en fait. On peut également voir le DALL-E2, qui est capable de générer des images à partir d'une description textuelle. Également l'OpenAI, le Codex, qui permet d'analyser le langage naturel et de générer du code. D'autres produits également similaires sont à citer, tels que le Tom, qui est un logiciel de création de présentations généré par l'intelligence artificielle et qui tend à remplacer le PowerPoint. Synthesia également, qui permet de produire facilement des vidéos pilotées par l'intelligence artificielle. You.com également, un moteur de recherche qui compte bien jouer les challenges face à Google. Et la liste est encore longue. Voilà, ici il y a un exemple d'une recherche que j'ai émise sur le moteur de recherche You à propos de l'ICT in Education, et comme vous pouvez le constater, ça a généré un texte formidable. Et le problème, c'est que le texte qui est généré, il peut être source de plagiat et de tricherie, dans la mesure où il est capable de répondre à des questions, de devoirs, d'examen et à la place de l'élève. De nos jours, on dit que, en fait, les textes générés par ces moteurs de recherche puisant de l'intelligence artificielle ne sont pas détectés par les moteurs de recherche normaux tels que Google, tels que You, tels que Ask, etc., tels que Bing également. Et là, ça pose une question cruciale quant à l'intégrité académique et son sort. Qu'en est-il de l'éducation et de ces tendances? Alors, face à des tendances en constante évolution et à la survenue des événements totalement inattendus, l'utilisation de scénarios permet d'expliquer et d'explorer les implications des diverses hypothèses à venir. Et bien sûr, on l'a vécu avec l'inattendu Corona-19, qui a également ravagé notre planète et également bouleversé nos systèmes d'éducation et de formation. Alors, on peut parler bien sûr de 4 scénarios qui ont été émis par l'OCDE, ce qu'on appelle l'Organisation de coopération et développement économique. Ces 4 scénarios en fait, ce sont des scénarios de l'école de demain et qu'on va essayer d'explorer ensemble. Alors, l'OCDE, dans sa publication les grandes mutations qui transforment l'éducation, bien sûr, la première édition qui était parue en 2008, ensuite suivie de nouvelles publications en 2012, 13, 16, 19, et puis la dernière édition en 2022 qui a mis l'accent sur l'impact du Covid 2019 et qui utilise des scénarios permettant d'explorer les implications des diverses hypothèses de futur. Alors, ces 4 scénarios, on va les voir ensemble. Le premier, c'est celui de l'élargissement de l'éducation. Le deuxième porte sur l'externalisation de l'éducation. Le troisième, l'école comme nouveau pôle d'apprentissage. Et puis le 4e scénario, l'apprentissage à la carte. On va les voir, bien sûr, cas par cas ou scénario par scénario. Alors, le premier, celui de l'élargissement de l'éducation, ou ce qu'on appellerait la scolarisation étendue. Dans ce scénario, la participation à l'éducation formelle va augmenter, car davantage d'apprenants s'inscriront aux cours dispensés par les établissements scolaires, les établissements d'enseignement. La collaboration internationale va augmenter également et va accroître, ce qui va permettre également faire accroître le niveau de personnalisation du parcours d'apprentissage de chaque apprenant. Ce scénario de scolarisation prolongée semble une prédiction, bien sûr, la plus prudente, et le système actuel est accessible à un plus grand nombre de personnes. Pour le deuxième scénario, qui est celui de l'externalisation de l'éducation, ou bien sûr de l'éducation externalisée, alors dans ce système, les systèmes scolaires actuels s'effondreront à mesure que les sociétés s'impliqueront de plus en plus dans l'éducation. L'apprentissage se fera dans des structures plus diverses, plus flexibles et plus privatisées. Dans ce scénario, le numérique deviendra un moteur essentiel dans ce changement. Il sera une force disruptive dans le processus d'externalisation de la scolarité. Dans ce scénario, on prend en compte les tendances actuelles et extrapole. Bien sûr, ce scénario va extrapoler leur impact sur le système scolaire.
Le troisième scénario, celui de l'école comme un pôle d'apprentissage. Dans ce scénario, les écoles resteront bien sûr les principaux lieux de la transmission et réception des connaissances, mais la diversité et l'expérimentation deviendront la norme. Les écoles donc vont ouvrir leurs murs et seront davantage connectées à leur communauté, ce qui stimulera des types d'éducation, d'engagement civique et d'innovation sociale et perpétuelle, en perpétuelle évolution. La technologie dans ce scénario également sera un facilitateur clé de nouveaux pôles d'apprentissage à mesure que ces établissements d'enseignement s'ouvriront davantage sur les communautés. Et enfin, le dernier scénario, c'est celui de l'apprentissage à la carte. Ou, bien sûr, ou, comme on peut le dire également, apprendre comme on veut. L'éducation va être partout, à tout moment. Il n'y aura pas de distinction entre l'éducation formelle et informelle, car elles seront tous pertinentes. Les citoyens de tout âge apprendront tout ce qu'ils veulent, quand ils le veulent et où ils le veulent. Les élèves, le lieu où un élève apprend ou un enseignant dispense son cours n'est plus un facteur essentiel de l'éducation. Les élèves n'auront pas besoin d'être en classe pour apprendre quelque chose, ils peuvent le faire depuis leur foyer. Alors, comme vous pouvez constater, le dénominateur commun de ces 4 scénarios proposés par l'OCDE est que la force transformatrice de la technologie ne sera surpassée que par l'empressement des gens à adopter ce changement, au fur et à mesure que les mentalités évolueront et que les gens adopteront des valeurs différentes. Alors, qu'en est-il maintenant de l'évolution des théories d'apprentissage? Certains chercheurs soulignent bien sûr une véritable évolution au niveau des théories d'apprentissage au cours des dernières années. L'évolution la plus remarquable, comme vous pouvez le constater sur la diapo, c'est le passage de l'approche behavioriste à l'approche, bien sûr, cognitive, qui a été prolongée par l'approche constructiviste, socio-constructiviste et enfin l'approche connectiviste. Cette évolution porte à la fois sur les finalités de l'apprentissage, sur les rôles des apprenants, sur le rôle des enseignants et sur le rôle du processus cognitif interne du cerveau. Cependant, comme on peut le constater, beaucoup de chercheurs réfutent la scientificité des propositions de Simons. Et donc, ils remettent en cause le courant connectiviste. Pour eux, le courant cognitiviste en fait, n'est pas une théorie, c'est juste un courant. Parce que ces chercheurs considèrent le connectivisme comme juste une présentation voilà, de l'organisation du savoir chez l'apprenant. Donc, ils disent que le connectivisme vise davantage plus l'organisation des apprentissages et n'indique pas comment l'élève, n'indique pas comment l'élève apprend. En fait, c'est ce déroulement du processus réel de l'apprentissage. Alors, qu'en est-il de pédagogie? Il n'y a pas grand-chose à citer. Et voilà, il y a juste le dictionnaire inattendu de la pédagogie de Philippe Mérieux qui a été publié en 2021. Et voilà, dans ce dictionnaire, on trouve bien sûr des termes du quotidien des éducateurs comme découragement, ennui, et puis également des entrées qui renvoient à des préoccupations largement partagées comme attention, émotion ou obéissance. Et je vous conseille, si vous avez le temps, d'aller voir ce dictionnaire qui est un peu différent des autres dictionnaires. Maintenant, on va se pencher sur les tendances du numérique en éducation. Et il faut savoir que ça fait, en fait, depuis plus d'une soixantaine d'années que plusieurs générations successives des TICE ont été introduites en milieu d'enseignement et en milieu scolaire. C'est la recherche en sciences de l'éducation qui, dès l'apparition des TICE, a étudié ses potentialités et ses effets de technologie sur l'enseignement et l'apprentissage. Dans ce qui suit, bien sûr, des éléments de contexte nous seront présentés pour mieux comprendre ces tendances du numérique en éducation. Pour Éric Bruyard, les axes de mise en œuvre des TICE s'alignent de cette manière. Les technologies éducatives, et puis l'ensemble des instruments et l'objet d'enseignement. Donc le numérique en éducation, il englobe ces trois axes.
Comme on peut le constater, le troisième axe, c'est celui qui est celui qui est lié aux technologies qui devraient constituer un objet d'enseignement, tel que l'audiovisuel, les médias, etc. Le deuxième axe qui est également important, c'est celui de la diffusion de ces technologies à l'école. Et puis le premier axe, c'est plus le matériel, c'est plus un matériel à être utilisé à l'instar, ou là, en l'occurrence, comme vous pouvez voir sur la diapo, le projecteur des plaques de verre en 1900, et puis à droite, la machine à enseigner la médecine en 1970. Le Covid, on revient également au Covid-19. C'est un révélateur de la transformation numérique. Et comme vous pouvez le constater sur le graphe, une transformation du numérique d'une institution ne peut passer carrément sans que ces trois étapes soient concrétisées. Une première qui est la digitalisation, et puis une deuxième qui est la digitalisation, et enfin la transformation numérique que l'on recherche. Dans le secteur de l'éducation, la transformation numérique, c'est une série de changements qui sont profonds et coordonnés et qui permettent la mise en place de nouveaux modèles éducatifs et opérationnels, tout en assurant bien sûr la transformation des opérations, des orientations stratégiques au sein de l'institution. La pandémie du corona également une opportunité pour mieux préparer le futur. Comme on l'a constaté tous, cette pandémie a confirmé cette pénétration du numérique dans notre existence, a également montré qu'il y a eu un développement d'attitudes, de croyances positives envers l'utilité du numérique. Et également, elle a montré que les enseignants n'étaient pas préparés à assurer cette continuité pédagogique, les enseignants n'étaient pas formés à l'ingénierie pédagogique, les enseignants avaient des problèmes à créer des ressources, à produire des ressources numériques. Les établissements scolaires et académiques n'étaient pas également prêts à assurer cette continuité. Alors, on se demande par la suite quels sont les modèles d'intégration des TICE qui seront propices, qui sont adaptés à une telle pandémie. Ceci nous laisse quand même le temps d'aller voir les quelques modèles qui existent et qui sont encore les plus populaires et les plus utilisés. C'est bien sûr, ces modèles, ils opèrent selon leur type sur des aspects administratifs, pédagogiques de l'éducation. Ces modèles théoriques, bien sûr, d'intégration des TICE, ils sont les plus populaires et comme vous pouvez constater, voir sur la diapo, nous avons le type PAC, nous avons le SAMR, le modèle ASPID, le modèle TEAM, la matrice TEAM, et puis on va parler enfin du modèle de Marcel Lebrun. Je m'excuse, il y a une petite erreur sur la diapo. C'est le modèle Marcel Lebrun au lieu du modèle Rabi. Pour le type PAC, Mishra et Kohlel 2006, c'est un modèle qui sert à décrire les différents types de connaissances à acquérir par un enseignant afin d'intégrer le numérique dans ses pratiques. Et c'est un acronyme, comme vous pouvez le constater, qui veut dire Technology, Pedagogy and Content Knowledge. Le type PAC est basé sur ces trois composantes fondamentales qui sont la technologie, la pédagogie et le contenu. Donc le type PAC, il met en évidence les relations qui existent entre ces trois composantes et constitue bien sûr une base théorique au curriculum de formation initiale ou contenu intégrant l'éthique et qui également doivent suivre les enseignants. Donc, c'est plus un outil qui est orienté vers plus vers la formation initiale des enseignants pour leur dire que voilà, il y a trois composantes auxquelles il faut en tenir compte, les connaissances technologiques, technopédagogiques et bien sûr les connaissances didactiques. Pour le SAMR, le modèle SAMR, émis en 2013 par le professeur Pantandurua, je m'excuse pour le chercheur américain Ruben Pointedura, qui est en fait enseignant à la Harvard et spécialiste en éducation. C'est un modèle qui est réparti en 4 niveaux et qui sont respectivement par ordre croissant, la substitution, l'augmentation, la modification et la redéfinition. Ce modèle se propose comme une méthode pour mieux concevoir l'impact réel de la technologie sur l'enseignement et l'apprentissage. Donc, il permet à un enseignant de mieux comprendre qu'une intégration de ces technologies ne suffit pas à une utilisation de la technologie à tout prix, mais qu'elle représente un engagement de l'élève dans son apprentissage et un moyen pour atteindre, bien sûr, quelques ou certains objectifs. Et ensuite, le modèle ASPID, dont l'auteur est le professeur Kapsenti en 2015,
Il a pour objectif de modéliser le processus d'adoption de l'intégration pédagogique du numérique en éducation. Sa réflexion se veut une aide à l'orientation pour un usage plus efficace du numérique. Ce modèle reprend plusieurs situations, l'adoption, la substitution, la progression, l'innovation et la détérioration. Ensuite, nous avons le modèle TEAM, ou la matrice d'intégration du numérique, TEAM. C'est un modèle développé par l'Université Northern Arizona. Cette matrice puise dans les modèles SAMR et le TIPAC. C'est une sorte de mise en perspective des deux modèles. Ce modèle, comme vous pouvez le constater, est représenté par un tableau à double entrée. L'axe horizontal, c'est plus pour présenter le niveau d'intégration de la technologie, hein? Initiation, adoption, adaptation, infusion et transformation. Et puis l'axe vertical décrit les caractéristiques de l'environnement d'apprentissage, actif, collaboratif, constructif, authentique, orienté vers un but. Et enfin, voilà, on arrive au modèle ou au postulat, je dirais plus un postulat de Marcel Lebrun. Et en partant de ce postulat, il est clair que les technologies peuvent contribuer au développement pédagogique, mais cela nécessite des dispositifs centrés sur l'apprentissage des apprenants. Voilà. Ce modèle, comme vous pouvez le constater, il vise à planifier les activités d'enseignement et d'apprentissage d'un cours et donc de le structurer. Les trois principaux éléments en bas de ce modèle sont les ressources, les activités et les résultats. Les activités et les résultats ne doivent pas forcément faire partie de chacune des séances d'un cours, mais d'une partie d'entre elles, de façon à ce que les ressources n'y occupent pas toute la place. La motivation, les interactions et la rétroaction sont en soutien à l'apprentissage. On les intègre ainsi et aussi souvent que possible. Alors, que signifie ce modèle? Alors, je ne vais pas y rester trop, mais c'est clair que ce que signifie ce modèle, c'est que les apprenants, ils acquièrent des ressources, réalisent des activités, ont des interactions, éprouvent de la motivation, obtiennent de la rétroaction. Et pour les résultats, on se retrouve avec ce qu'on appelle les 3 P, hein, qu'on doit exiger auprès des apprenants, qui sont la production, le processus, la trace sur le processus ou leur démarche, et des propos explicatifs et réflexifs de ce qui a été réalisé. OK. Pour ces modèles que je viens de présenter, ça nécessite clairement de la part d'un enseignant des compétences, également des compétences de la part des apprenants. Alors, la question qui se pose, quelles sont ces compétences numériques et que doit posséder l'enseignant et également l'apprenant? Nous allons, bien sûr, dans les diapos qui viennent, se référer et s'appuyer sur les référentiels de compétences numériques des enseignants que, bien sûr, je vais présenter tout de suite. Nous avons procédé à une revue systématique de référentiels. Nous avons essayé de localiser les plus récents, comme vous pouvez les constater sur l'écran, les plus récents, qui ont été développés entre 2017 et 2022 par des autorités nationales, gouvernementales ou des organisations internationales. Et comme vous pouvez le constater, on en a une panoplie, depuis le Québec, la France, l'Autriche, l'Ukraine, le Royaume-Uni, l'UNESCO, la Catalogne, puis il y a les DICO dans le cadre du projet Erasmus, le programme Erasmus, etc. Alors, quelle référence utiliser? Quel référentiel utiliser? Nous postulons pour le DigiCamp Edu. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que c'est un référentiel qui fait une synthèse des autres référentiels existants à l'échelle nationale, régionale et internationale. C'est un cadre qui est scientifiquement solide et qui soutient le développement de compétences numériques spécifiques aux enseignants. On va le voir en détail. Comme vous pouvez le constater, dans ce référentiel, l'accent n'est pas mis sur les compétences techniques, c'est plus détaillé comment les technologies numériques peuvent être utilisées pour améliorer et innover, bien sûr, l'éducation et la formation. Alors, DigiCamp Edu est détaillé en 22 compétences, organisées en 6 domaines. Les domaines 2 à 5 sont le noyau de ce modèle,
en fait, qu'on forme ce qu'on appelle le noyau pédagogique. Le premier domaine, c'est celui de l'engagement professionnel. Il est plus rattaché à l'environnement professionnel de l'enseignant. Le domaine de c'est plus pour la localisation et la sélection, la création, la modification de ressources numériques. Le troisième domaine se concentre sur la gestion et l'orchestration de l'utilisation des outils numériques dans l'enseignement-apprentissage. Le domaine 4, c'est plus pour autonomiser autonomiser les apprenants. Le domaine 4, c'est plus axé sur l'évaluation, comment améliorer l'évaluation formative, sommative. Comment, bien sûr, ces technologies numériques peuvent également nous permettre de fournir une rétroaction aux apprenants et également comment on peut analyser les traces d'apprentissage. Et enfin, le domaine 5, qui est plus axé sur l'utilisation du numérique pour favoriser l'engagement actif des apprenants et comment les rendre autonomes, etc. Et enfin, le sixième domaine, c'est celui qui est relatif à la compétence numérique des apprenants. Comme vous pouvez constater, c'est la tâche, la facilitation et le développement des compétences numériques des apprenants fait partie des tâches de l'enseignant. Alors, on se retrouve donc dans un ensemble de compétences numériques des apprenants qui sont en relation avec la communication, la collaboration, la résolution de problèmes, la création de contenu, le coding, etc. Donc, je pense que ce modèle, en fait, il a regroupé les deux, les compétences numériques des enseignants, également à lister les compétences numériques des apprenants. Voilà. Maintenant, on arrive à ce regard croisé et critique quant au numérique en éducation. Voilà. Qu'en est-il maintenant du numérique en éducation? Pour Baron, en 2019, il propose une modélisation du milieu de recherche sur le numérique en éducation. Pour Baron, l'intérêt s'est souvent manifesté envers des innovations qui ont été conçues par des praticiens ou des chercheurs concernant la mise en œuvre de ces dispositifs innovants, dotés, bien sûr, de nouvelles fonctionnalités, et tout ce qui a trait à l'étude des changements intervenant, bien sûr, dans les systèmes d'activité. Voilà, on se retrouve avec des innovations pédagogiques qui ont trait à la psychologie, la sociologie, les sciences de l'éducation, les sciences du langage, autour d'un espace de conception, de ressources, d'une analyse des usages et d'une analyse des systèmes de communication. Alors, quelles sont en fait les démarches scientifiques dans le domaine de l'éducation? En général, quand on veut faire de l'analyse dans ce sens, on se retrouve avec deux démarches. La première, c'est l'hypothético-déductive et la deuxième, c'est l'explicative. Dans le domaine de l'éducation, bien sûr, ces deux démarches sont les plus utilisées. Elles sont liées en fait. Et il existe entre les deux un va-et-vient. Voilà. Dans ces deux démarches, les chercheurs ont recours à des systèmes de causalité complexes, impliquant plusieurs facteurs explicatifs pouvant être mis en évidence par des analyses statistiques. Et qu'en est-il des interventions? Pour mesurer l'efficacité d'une intervention ou d'une pédagogie, l'efficacité d'une action d'un enseignant auprès des élèves, on peut en général considérer 3 niveaux d'intervention. 3, ce sont les niveaux qu'on retrouve dans les traits méthodologiques. Le premier niveau, c'est qui est le plus connu, nous avons un premier groupe d'apprenants qui est l'expérimental et on compare les résultats ou les mesures effectuées, pré- et post bien sûr intervention, auprès d'un groupe d'apprenants de contrôle qui a bénéficié d'un programme d'intervention de nature différente. Un groupe expérimental qui a bénéficié par exemple d'une action du numérique et un deuxième groupe qui est bien sûr un groupe de contrôle qui a bénéficié d'une action par exemple traditionnelle sans usage du numérique. Le deuxième niveau d'intervention, c'est quand on a un groupe d'apprenants, bien sûr, et on compare les mesures pré et post, un groupe d'apprenants de contrôle passif qui n'a rien reçu. Donc un groupe d'apprenants qui a reçu quelque chose, qui a été mis en expérimentation contre un groupe d'apprenants de contrôle passif. Et puis le troisième niveau,
quand nous avons un seul groupe d'élèves, et là, on mesure les actions qui ont été menées en pré et en post, et on essaie d'évaluer l'impact de l'intervention. Alors, pour l'efficacité de ces interventions, il faut dire que beaucoup d'études à propos des effets du numérique souffrent de problèmes méthodologiques. Pourquoi? Bien sûr, parce que dans de nombreux cas, les chercheurs ne sont pas assurés que le groupe, par exemple, d'apprenants ayant accès à l'outil numérique et le groupe de contrôle qui n'a pas eu accès ne bénéficient pas, par exemple, des mêmes conditions, des mêmes consignes de support de qualité identiques, du même temps d'apprentissage, des mêmes activités d'apprentissage qui sont de même nature. Et également, ils n'ont pas bénéficié d'enseignants tous qui ont assez motivés. Donc, les conditions ne sont pas les mêmes. Ainsi, dans ce cas, l'évaluation des effets et des usages numériques en éducation devrait être incluse dans une démarche rigoureuse qui tient en compte l'identification des hypothèses, les conditions initiales de l'expérimentation et les biais implicites. Alors, pour la valeur ajoutée du numérique en éducation, on va plus approcher ce sujet via les méta-analyses. Et en fait, depuis une quarantaine d'années, de nombreux travaux ont tenté de mesurer l'impact et de synthétiser les résultats sous forme de méta-analyse. Il faut rappeler qu'une méta-analyse, c'est une méthode scientifique systématique qui combine les résultats d'une série importante d'études indépendantes sur un sujet donné. Alors, plus de 70 méta-analyses ont été consacrées aux effets des usages éducatifs du numérique sur les apprentissages. Bien sûr, on assiste également à ce qu'on appelle, dans la diapo, ce qu'on appelle les méta-analyses généralistes. Alors, ces premières méta-analyses qui ont été publiées au début de 1990 étaient plus des méta-analyses généralistes. Ils étaient plus sur, ils étaient plus sur des réponses, je dirais que ça dépend. Voilà. Quels sont les résultats? On se retrouve avec ça dépend de l'outil, ça dépend de CADA, ça dépend de CADA, en fait. Alors, ces méta-analyses, ils se sont centrés sur les outils, sur les caractéristiques des élèves, sur les contenus enseignés. Ensuite, sont venus, bien sûr, dans une seconde période, qui a signé la fin des méta-analyses généralistes. On était plus sur des méta-analyses qui mettent en évidence des effets moyens, le plus souvent positifs et modestes, avec une très grande variation des tailles d'effets autour de la moyenne. Ce qui veut dire que souvent, les outils ne suffisent pas eux-mêmes à améliorer ces apprentissages de façon notable. Parfois, ils y parviennent, mais parfois, ils détériorent ces apprentissages. Donc la première génération des méta-analyses, c'était plus indécis, ça dépend, c'était plus un effet neutre. Et puis la deuxième génération, comme vous pouvez le constater, telle que celle de Tamim en 2011 ou de Bernard en 2018, et qui compte de plus d'une quarantaine d'années de littérature, se retrouve avec des effets positifs, mais modérés, un dégât 0,35, un effet de taille de 0,29 également. Voilà, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est... Voilà, je me suis plus référé sur cette méta-analyse du professeur Tricot en 2020. Le professeur Tricot, c'est un professeur de psychologie à l'université Paul Valéry à Montpellier, 3. Et il faut dire que sa revue de la littérature scientifique, il s'agit là d'une analyse d'ampleur inédite, menée en 2020, et elle montre, cette méta-analyse était plus sur 303 références, plus d'une cinquantaine de méta-analyses, et dans chaque méta-analyse, les travaux portaient sur plus d'une soixantaine de publications. Alors, cette méta-analyse a montré dans sa globalité que le recours au numérique n'a pas automatiquement un effet positif. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas causal sur les apprentissages des élèves. Il peut en revanche faciliter certaines approches pédagogiques, voire rendre possible certaines activités. Et on va voir les 6 éléments, en fait les 5 ou 6 éléments qui sont les piliers de cette recherche. On va les voir encore en détail dans les prochaines diapos. Donc, Tricot a identifié qu'il y a eu des effets du numérique selon les fonctions pédagogiques. Voilà, selon la fonction pédagogique. Pour certaines fonctions pédagogiques, l'effet était plutôt positif. Pour d'autres, il était limité.
Pour d'autres, il n'y a pas eu de... Voilà, c'est pas encore... on ne sait pas encore, pas d'effet attesté actuellement. Et enfin, nous avons trouvé, et il a trouvé, pardon, un effet mesuré qui était plutôt négatif pour certaines fonctions pédagogiques. Par exemple, rechercher l'information, on est plus sur le positif. Et par exemple, programmation, le coding, on n'a pas encore de résultats, on n'a pas encore de résultats qui sont sûrs quant à son effet. On se retrouve avec des effets qui sont négatifs quand il s'agit de prendre des notes via une tablette, via un PC portable, ce qui plus met la charge cognitive en jeu. Voilà, ils sont bien tracés et bien expliqués dans sa méta-analyse. Pour ce qui est du numérique, et comme il peut le constater, le professeur Tricot dit que les effets du numérique sur les apprentissages ne sont pas mécaniquement bons. Et il donne donc il prend l'exemple de la compréhension en langue vivante, surtout quand on utilise un baladeur ou un smartphone pour la compréhension. Donc, de nombreux travaux ont mis en évidence les avantages numériques pour l'individualisation, l'accès aux ressources, etc. Mais les résultats montrent en effet également que la possibilité d'écouter un document sonore de manière individuelle, c'est vrai que ça améliore de manière générale, et quel que soit leur niveau de langue, bien sûr, chez les élèves, ça améliore la compréhension. Mais d'autres travaux, incluant celui de Tricot, montrent qu'un usage du numérique, quand il n'est pas guidé, quand l'écoute n'est pas dirigée par l'enseignant, ça peut créer bien sûr un désavantage chez les élèves les plus faibles, en leur laissant la responsabilité de décider quand est-ce qu'ils doivent s'arrêter ou revenir en arrière pendant l'écoute. Donc là, c'est vrai, il y a un effet qui peut être positif, mais quand il y a un environnement qui est préparé par l'enseignant en matière de guidage et d'écoute dirigée. L'usage du numérique également, il a produit des effets, il a bien sûr produit des effets positifs quand pour certaines fonctions pédagogiques telles que qui sont rechercher l'information, présenter, résoudre des problèmes et calculer, s'entraîner, apprendre à faire sur simulateur, la réalité virtuelle, produire un document, un texte, un document seul ou à plusieurs quand il s'agit d'un travail collaboratif, également expérimenté. Des effets qui peuvent être négatifs dans certains cas, lire et comprendre un texte, prendre des notes, comme je venais de le dire, poser des questions, découvrir des concepts qui sont abstraits et surtout coopérer également. Dire entièrement, en fait, qui est différent de collaborer. Des effets encore incertains dans certains domaines, tels que regarder une vidéo, jouer, regarder, lire un document multimédia. Et également, pour ce qui est programmation, comme vous pouvez le constater, programmer, faire émerger des idées, développer sa créativité, motiver, il n'y a pas encore d'effet attesté. Pardon? Enfin, usage du numérique ne veut pas dire que les élèves sont motivés. Enfin, un des arguments les plus fréquemment avancés par les enseignants et les chercheurs à propos des outils numériques, bien sûr. Pourtant, établir scientifiquement les plus-values des outils numériques sur la motivation scolaire n'est pas chose aisée. Le fait qu'un outil plaise ou donne envie aux élèves n'entraîne pas nécessairement une amélioration de l'engagement réel de l'élève dans l'activité, bien sûr, scolaire proposée. Pour être motivé, bien sûr, il faut en effet croire à ce que l'on est capable d'apprendre et de mettre en œuvre l'activité proposée. Et là, il donne l'exemple des jeux sérieux. Il compare aussi les jeux sérieux, parfois les élèves ou les apprenants, ils comparent les jeux sérieux aux jeux vidéo qu'ils connaissent. Et dans ce cas, la comparaison est défavorable, malheureusement. Qu'en est-il de l'éducation? Qu'est-ce qu'elle a apporté dans ce regard croisé au numérique? Là, on se retrouve avec le hype cycle de Gartner sur les technologies émergentes. Et dans ce hype cycle qui a émis en 2022, on se retrouve avec une 25 technologies émergentes à ne pas négliger. Et bien sûr, qui sont conçues pour aider les responsables de l'architecture d'entreprise et tout ce qui est innovation technologique à
développer les expériences immersives, accélérer l'automatisation de l'intelligence artificielle et optimiser les prestations de services technologiques. Bien sûr, comme on peut le voir sur le cycle, il y a seules quelques-unes de ces technologies qui sont susceptibles d'atteindre l'adoption générale au bout de 2 ans, 3 ans. Mais les autres, ça prendra plus d'une dizaine d'années. Donc, la nature embryonnaire de ces technologies rend leur déploiement, en fait, plus risqué. Bien sûr, les avantages pour les premiers utilisateurs qui sont potentiellement les plus importants. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a plus de technologies qui sont avec le computational storage, voilà, ce qu'on est cloud, et l'industrie cloud de plateforme, et plus le dynamisme, la gouvernance également, la cloud sustainability, les métaverses également. Donc, tous ces éléments-là, toutes ces technologies-là sont en train d'évoluer pour arriver, bien sûr, à une adoption générale. Mais comme on le remarque, il y a plusieurs technologies qui ne vont pas continuer, ne vont pas arriver à une adoption générale au bout de 2 ou 3 années, que ça nécessitera plusieurs années pour y arriver. Que disent, en fait, en fait, quelle est la mission de ces entrepreneurs en technologie éducative? Et ces entrepreneurs, bien sûr, ils affichent une mission sociale, car ils développent des outils technologiques censés faciliter les apprentissages et les enseignements. Bien sûr, en dépit de leurs gains matériels, c'est clair. Et donc, faisons l'exemple des systèmes bureautiques qui sont développés par Microsoft et Google et qui intègrent de plus en plus des outils pouvant soutenir à des fins pédagogiques les élèves. Ces outils peuvent s'avérer fort utiles et sont de plus en plus utilisés, d'autant plus qu'ils sont intégrés dans des suites bureautiques qui peuvent être dédiées au secteur privé également. Quelques outils là qui sont, voilà, qui sont au service de l'éducation, tels que la suite Google for Education, tel que le mur collaboratif, le Padlet, tel que le Kahoot, le Plickers, Zoom, ce sont des outils en fait qui sont plus orientés vers le travail collaboratif. Alors, qu'en est-il de l'investissement dans les entreprises et technologies éducatives? Il y a à la fois des défis et des possibilités à considérer. D'une part, il faut comprendre que le secteur d'éducation, il est conservateur. Et d'autre part, il faut comprendre que ces technologies peuvent souvent prendre des années pour être adoptées par les écoles et universités. Ça prendra du temps. Et donc, il existe un ensemble croissant de preuves démontrant l'efficacité des technologies éducatives pour améliorer les résultats des élèves. Donc, la place de ces entreprises de technologie éducative est très grande. Et vu que également il y a le coût de ces technologies éducatives qui diminue rapidement au fil des années, et bien sûr qu'il les rend plus abordables pour les écoles et pour les universités. Et enfin, il ne faut pas oublier que l'investissement dans les entreprises éducatives a augmenté, bien sûr, suite à la pandémie du Covid-19 qui a créé une plus grande urgence pour les écoles et les universités en adoptant ces technologies. Donc, voilà, j'arrive à la conclusion. Avant d'émettre cette conclusion, il faut dire qu'il y a cet aspect de protection des données personnelles qui constitue un problème pour ces entreprises de technologie éducative. Comment veiller à ce que ces données personnelles des apprenants soient protégées et ne soient pas mises, comme vous pouvez constater dans les réseaux sociaux, soient mises à la disposition d'entreprises industrielles, voilà, qui visaient en fait plus l'aspect commercial. Donc j'arrive enfin à la conclusion. Il faut dire que les apports du numérique dépendent des disciplines scolaires et des fonctions pédagogiques mises en œuvre. Et les outils numériques doivent non seulement être potentiellement pertinents pour l'apprentissage de la connaissance visée, mais doivent également être compatibles avec la tâche à réaliser, avec le temps disponible, avec l'organisation sociale, matérielle et spatiale de la situation. Et enfin, il faut dire que les outils numériques représentent des exigences cognitives supplémentaires. Cela représente un défi et un enjeu en matière de compétences à développer et à maîtriser chez les apprenants et chez les élèves. Voilà, j'arrive à la fin de cette présentation. Je vous remercie infiniment
Et voilà, je pense que c'est le temps pour le débat. Merci, professeur. J'ai lu du calme. Merci, merci infiniment, chers collègues, pour votre brillante présentation. Je vais, pour laisser plus de temps à la période des questions, je vais quand même écouter ma synthèse. Donc, je dirais que dans votre présentation, vous avez commencé par aborder vraiment d'abord les aspects conceptuels, mais aussi présenter les divers usages donc, du numérique qui existent. Ensuite, vous êtes allé nous présenter un panorama des diverses avancées, donc de façon évolutive d'ailleurs, qui ont eu lieu donc, dans le milieu des technologies de l'éducation. Euh, Ensuite, dans un troisième temps, on a eu droit à une présentation donc, des diverses influences de ces avancées sur le domaine de l'éducation. Vous avez présenté 4 types de scénarios aussi qui pourraient se présenter. On a eu aussi une présentation des diverses théories de l'apprentissage à travers 4 approches généralement utilisées, les modèles d'intégration des TIC en éducation aussi abordés, mais plus sérieusement aussi, vous avez focusé vraiment la dernière partie de votre intervention sur ce qui représente les effets donc, du numérique en éducation à travers la présentation de cette belle méta-analyse qui montre bien que le numérique n'est pas une panacée hein, en éducation. Et j'ai bien aimé le fait qu'avec la présentation, on puisse faire la distinction véritablement entre les avantages, les inconvénients, mais aussi les défis qu'il y a dans le cadre de l'intégration d'éthique en éducation. Merci beaucoup pour votre présentation. On va laisser la parole au public pour les questions et vous pouvez cliquer sur lever le doigt. Vous pouvez aussi directement poser la question dans le chat et puis on va. Alors, je vois Aziz qui lève le doigt, donc je laisse la parole à Aziz pour son intervention. Bonjour, bonjour Judicaël. Salut Aziz. Bon, salut, bonjour tout le monde. Bonjour, c'est Ben Ali, c'est ça, Ben Ali. Alors, d'abord, je commence par remercier Ben Ali pour cette belle présentation. C'était vraiment très intéressant. Et là, surtout, moi, je m'intéressais plus aux références qu'il a soulevées, qui sont vraiment des références intéressantes. Il a parlé de Mishra et Couer autour du TIPAC, de Kulik et Fletcher et de Tricot pour les méta-analyses. C'est vraiment très intéressant. Moi, je voudrais juste ajouter un petit point. Il a parlé, bien sûr, du rôle des enseignants d'une manière brève, bien sûr, parce que le temps ne permet pas de parler davantage, mais je voudrais juste insister sur ce point-là parce que je dirais, avec, bien sûr, pendant la pandémie, le rôle des technologies, il est devenu plus grand, je dirais, et même pendant l'ère post-pandémique, il a pris encore de l'ampleur. Mais le rôle des enseignants dans tout ça, si l'enseignant ne développe pas sa manière, sa méthodologie d'enseigner en parallèle avec l'usage de ces nouvelles technologies, bien sûr, il y aura des répercussions négatives. Et là, je cite Moore et sa publication en 2020 qui parle vraiment d'une manière très large de cette situation-là. Et je donnerai l'exemple d'une étude ou une méta-analyse de Philippe et al. Qui a été publiée en 2020 qui parle d'une application Alex. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une application très largement répandue aux États-Unis pour l'enseignement des mathématiques dans les collèges et les lycées. Et cette application est utilisée depuis maintenant une vingtaine d'années. Et elle est arrivée, je dirais, à maturité. Elle est presque parfaite maintenant, mais malgré cela, cette étude, elle a fait ressortir le fait que 80% des enseignants n'ont pas bien profité de cette application d'Alex. Pourquoi? Parce qu'ils n'allouaient pas suffisamment le temps nécessaire pour bien en tirer davantage. Alors, c'est pour cela que je souligne là le rôle des enseignants dans tout ça, plus que celui de l'apprenant ou de l'élève. Et je vous remercie encore une fois et merci ici, Ibn Ali.
Merci, merci infiniment. Je veux juste souligner qu'effectivement, le rôle de l'enseignant était chamboulé par cette pandémie. Durant la pandémie, il était plus sur un tutorat, plus sur un accompagnement. Et suite à la post-pandémie, on est revenu à la situation normale. Donc, c'était le rôle normal de l'enseignant. Et donc, il se retrouvait mal sur les deux postures. Et donc, et même les méta-analyses, en fait, les recherches qu'on est en train de consulter, entre 2020, 2021 et 2022, ils sont plus sur les dispositifs de formation à distance, sur les apprentissages qui ont eu lieu, sur plus cette question, cette problématique d'apprentissage actif. Alors que le rôle de l'enseignant n'a pas été beaucoup traité, malheureusement, pendant la pandémie et puis la post-pandémie. Je vous remercie infiniment et j'ai plus, voilà. Je vais consacrer un peu de temps plus pour cette application parce que je m'intéresse beaucoup aux mathématiques également. Merci. C'est Aziz. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup, Aziz. Alors, je vais donner la parole à M. Toé Ali. C'est bon? Vous pouvez parler, je pense. Juste ouvrir le micro. Voilà. On vous écoute. Bonsoir au DR Ben Ali. Merci. Et bonsoir au modérateur Zidi Kael Aladatin. Et moi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, en tout cas, l'exposé du DR. Voilà, bon. Et la conclusion m'a beaucoup donné satisfaction parce que je suis un peu resté sur ma soif, sur l'enjeu, en fait, l'enjeu lié à l'usage des TIC par les apprenants. Voilà, donc l'enjeu, je comptais au moins que la question éthique puisse en tout cas être ressortie. Mais bon, comme à la conclusion, il est ressorti en tout cas que sans tenir compte vraiment des enjeux de l'usage des TIC. Donc, c'est surtout ça. Et j'aimerais qu'il s'y prononce un peu sur, en tout cas, la question éthique des TIC là. Voilà, merci beaucoup. Je suis Toé Ali. Merci, professeur Toé Ali, effectivement. Donc, voilà, je partage ce que vous avez dit. Et effectivement, j'espère que cette conclusion, elle était plus généralisante quant à l'exigence cognitive des outils, quant bien sûr à leur implémentation et quant à cet aspect de compatibilité des tâches à réaliser, avec bien sûr avec le temps, l'organisation sociale, matérielle et spéciale de chaque situation éducative. Merci. Alors, j'ai des questions dans le chat. Merci beaucoup pour cette présentation. Une question, s'il vous plaît. Selon vos recherches, est-ce que le numérique avait des effets positifs dans le secteur de l'éducation et en enseignement avant la pandémie? Si oui, avez-vous des exemples? Implication des jeunes, collaboration efficace, réussite scolaire, etc. Et est-ce que cette influence s'est accentuée ou développée lors de la pandémie ou pas? Merci. Voilà, c'est une question assez pertinente là-dessus. Oui, en revenant à la méta-analyse du professeur Tricot, ce qui est impressionnant dans cette méta-analyse, c'est qu'il s'est penché sur les fonctions pédagogiques et qui peuvent avoir des effets positifs et les fonctions pédagogiques qui peuvent avoir un effet négatif et d'autres qui ne sont pas un effet moins, etc. Dans le temps, qu'est-ce qu'on faisait dans les méta-analyses qui étaient plutôt réduites? On se retrouvait avec des résultats suite à une expérimentation, un groupe d'apprenants comparé à un groupe de contrôle, et puis on vous aimait le résultat. Et donc là, on se retrouvait parfois avec des tailles d'effets positifs relativement moyens, modestes, etc. Mais dans la méta-analyse du professeur Tricot, il est plus allé sur les fonctions pédagogiques qui peuvent déclencher des effets positifs.
et puis sur les fonctions politiques qui peuvent déclencher des effets négatifs. Il reste bien sûr à voir maintenant comment on peut les implémenter, pour assurer ces effets qui sont positifs. Par exemple, la recherche de la formation, certes, elle a cet effet positif, mais comment on peut l'implémenter auprès des apprenants? Là, il reste bien sûr cette compétence pédagogique, si j'ose dire, qui doit être bien sûr bien concrétisée et pour assurer cet effet positif. Alors, pendant la pandémie, c'est une autre histoire, c'est une affaire de continuité pédagogique, c'est une situation d'urgence. Et quand on parle d'une situation d'urgence, le plus important, c'est de garder les élèves tout près de leurs apprentissages, à n'importe quel prix. Donc, il y a peu d'études qui ont conclu qu'il y a eu des effets positifs au cours de la pandémie. La majorité des études se sont plus sur les dispositifs, comment les apprentissages ont été véhiculés sur les dispositifs de formation à distance, comment les enseignants ont essayé de mettre en exergue les apprentissages actifs, comment les tutorats se sont manifestés. Il y a également d'autres études qui sont plus allées sur les contraintes de la pandémie, telles que la contrainte du temps, les contraintes du lieu. Et donc, je pense que les résultats qui sont émis à partir de recherches qui puisant sur la situation de la pandémie, ce sont des résultats qu'on ne peut pas généraliser et conclure. Vu, comme je l'ai dit, qu'il s'agissait d'une situation d'urgence. Et donc, je suis plus pour des recherches qui puisent dans une situation normale telle que celle que nous vivons aujourd'hui. Malheureusement, comme je vous dis, il y a peu de recherches qui se sont plus axées sur la valeur ajoutée du numérique en éducation pendant la pandémie. Alors, la post-pandémie, on est en train de la vivre et donc on est plus bouleversé par ce mouvement de l'intelligence artificielle et donc plus les recherches commencent de plus en plus à se pencher sur cet aspect d'outils d'intelligence artificielle en éducation, surtout plus sur les aspects de tutorat intelligent, qui sont plus en mouvement de recherche, également les aspects d'évaluation via des outils d'intelligence artificielle. Voilà, merci. Parfait, merci. Une autre question dans le chat. Plusieurs référentiels de compétences ont été développés. Cela veut-il dire que chaque pays doit en produire un, sinon lequel doit-on retenir pour l'éducation au numérique en Afrique? Oui, très bonne question. Le développement de références compétences numériques, quand il est mené par un gouvernement, c'est clair, ça explique qu'il y a un intérêt pour le numérique en éducation dans ces pays. Les référentiels que je présentais sont qui ont été développés récemment, entre 2017 et 2022. Et en Afrique en général, en Afrique, on utilise celui de l'UNESCO dans sa 3e version. Alors, celui de l'UNESCO, ce que je lui reproche, peut-être, c'est plus les niveaux. Les niveaux qui ne sont pas bien développés, les niveaux d'acquisition des compétences qui ne sont pas assez développés en comparaison avec d'autres. Par exemple, le référentiel de compétences de l'UNESCO, il est sur 3 niveaux, je pense, l'acquisition jusqu'à l'expert, c'est ça, 3 niveaux. Cependant, si je prends le DigCamp-EDU, il est sur 6 niveaux, en référence avec le référentiel de langue. Donc le A+, le A, le B, c'est le A+, le A-, puis jusqu'à. Donc on est en plus sur 6 niveaux. Donc, et là, c'est le DigCamp-EDU, il est plus détaillé, plus synthétisé comparé, bien sûr, à celui de l'UNESCO. Les autres pays, dans une étude que j'ai menée, une revue, on a en fait une comparaison, un benchmarking de ces référentiels, qui sont bien sûr au nombre d'une douzaine. À la fin, suite à cette étude de benchmarking, on a remarqué que tous ces référentiels, la majorité d'entre eux, ils ont puisé dans le DigCamp-EDU. Donc,
celui de la référence de la compétence du Québec, celui de la Catalogne, celui de l'Autriche, celui de l'Ukraine, et celui également de l'UNESCO, également, et celui de la France, le dernier, le référentiel de compétences numériques des métiers de l'enseignement et de l'éducation et de la formation en 2021, et également, ils ont puisé dans le DIGCAMP EDU. Également, celui les EDICO qui émanent du programme de l'Erasmus, celui de l'Union européenne en 2021, également, ils puisent dans le DIGCAMP EDU. Bon, là, je pense que le DIGCAMP EDU est un référentiel qui synthétise tous les aspects que peut rencontrer l'enseignant et qui font partie du métier d'enseignant. Et en fait, il est divisé en 3 niveaux. C'est un niveau qui est la situation d'engagement professionnel de l'enseignant, quelles compétences numériques pour l'engagement professionnel. Et puis le deuxième niveau qui est le noyau, ce sont les compétences pédagogiques à mettre en classe, à mettre en œuvre avec ses apprenants. Et il y a cet aspect qui est très, très important, le domaine 3, et qui explique comment faciliter ces compétences numériques des apprenants. Parce que dans beaucoup de référentiels de compétences numériques, on oublie cet aspect d'apprenant. On responsabilise plus peut-être les enseignants d'informatique à le faire, mais je crois qu'un enseignant qui mène une activité de collaboration en utilisant une carte conceptuelle collaborative avec ses élèves, il est à la fois sur une posture de pensée critique et à la fois sur le développement des compétences d'un outil technique relatif à un outil qui est par exemple un outil Google, par exemple, qui est un outil de développement de cartes conceptuelles collaboratives. Et merci. Merci beaucoup, professeur Ben Ali. Une autre question, donc, la personne demande, est-ce qu'on peut dire que les compétences des élèves et des enseignants seraient développées dans l'apprentissage à distance? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la motivation donc, de ces apprenants, même s'ils sont en cours à distance? Voilà, est-ce que les compétences, si j'ai bien compris, est-ce qu'on parle de compétences numériques, c'est ça? Je pense que oui. Oui. Est-ce que les compétences numériques peuvent être développées dans un environnement d'enseignement apprentissage à distance, c'est ça? Tout dépend de la manière dont on aborde cet enseignement apprentissage. Il est clair qu'un environnement présentiel permettrait plus pour l'enseignant de tutorer, de guider, d'accompagner l'apprenant, surtout s'il s'agit de l'apprentissage d'un outil. Mais je pense que si l'enseignant veille à ce que des tutoriels sont bien expliqués via peut-être des capsules vidéo, je pense que maintenant la technologie permet beaucoup de choses. Si des tutoriels sont bien mis en place, en plus d'un accompagnement ou sous forme de tutorat, je pense que les apprenants seront capables effectivement, bien sûr, de maîtriser des outils de base, les éléments de base d'outils, de logiciels ou de ressources numériques qui leur seront bien sûr utiles dans leurs apprentissages. La chose n'est pas aisée, certes, mais comme je vous ai dit, si on arrive à mettre l'accent sur le contenu d'un tutoriel, et en plus accompagné d'un tutorat et bien sûr d'un guidage régulier, je pense que la chose, auprès des apprenants, on peut arriver à des résultats concluants et des résultats qui sont favorables. Bien sûr, pour l'enseignant qui est un adulte, je ne pense pas qu'il y ait un problème, vu que dans les environs d'enseignement, il y a cet espace de tutorat, il y a cet espace de forum de discussion pour discuter, et également, on se retrouve bien sûr avec un ensemble de ressources qui sont mises à la disposition des enseignants, qui sont des adultes, et qui ont cette faculté d'apprendre à apprendre et d'apprendre tout au long de la vie. Est-ce que j'ai répondu à la question ou... Je pense que oui. Donc, je vais donner maintenant la parole à M. Slimani pour une question en direct. Je pense que vous pouvez... Merci, monsieur Aladata. Merci, monsieur Aladata.
Et bonjour, mon cher ami Mourad. Bonjour. Et Slimani Jamal. Je te remercie d'abord, bien sûr, pour ta très bonne présentation. Ça contient beaucoup d'informations. C'est vraiment très agréable d'entendre ça. Mais alors, pendant que j'écoutais, je ne m'empêchais pas à penser aux gens qui n'ont rien, qui n'ont pas les moyens de s'approprier les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Comment est-ce qu'on peut garantir une justice numérique, si je puis l'appeler ainsi? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, on parle bien sûr des droits humains, on parle de la justice sociale. Comment est-ce qu'on peut garantir une justice numérique? C'est-à-dire dans le sens que on doit en faire en sorte que tout le monde s'approprie cet outil numérique. Parce que je ne me sentirais pas bien, par exemple, personnellement, je ne me sentirais pas bien si je jouissais, c'est-à-dire mon établissement et moi, ou bien mes élèves et moi, si je jouissais de cet outil numérique, alors que mon voisin n'a rien. Comment garantir cette justice numérique? Ok, merci. Merci infiniment, professeur Slimani. Voilà. Je vais répondre à cette question voilà, en partant du contexte marocain en premier lieu, et puis par la suite, je vais généraliser. Alors, si je me réfère, je reviens au contexte marocain, les enquêtes menées par l'ANRT, l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, qui est une agence nationale, et qui mène une enquête annuelle sur le marché des technologies d'information et de communication dans le Maroc, le résultat montre que, en fait, ça fait plusieurs années que je suis les résultats de ces enquêtes, montrent que cette fracture, je dirais, en matière d'équipement n'existe plus au Maroc. N'existe plus au Maroc. Quand je dis fracture en matière d'équipement, c'est l'équipement chez les ménages, tels que PC, téléphone portable, smartphone, et également connexion Internet. Allez consulter ces statistiques, vous allez retrouver des résultats qui confirment que dans le monde rural, on a dans les environs de 40 à 50% de ménages qui sont équipés d'une tablette ou d'un PC, que ce soit un PC de bureau ou un PC portable. Et que la connexion Internet est pratiquement généralisée plus chez tous les ménages. Quand je dis l'Internet, c'est plus l'Internet mobile, c'est plus l'Internet via un smartphone. Donc, cette fracture en matière d'équipement, je pense qu'au Maroc, elle n'existe pas. En fait. Et même si elle existe, elle est très minime. Là, le problème, c'est qu'il y a d'autres études qui ont été menées et qui confirment qu'il y a une fracture d'usage. C'est là où il y a le problème. J'ai mené une recherche auprès d'enseignants, d'un groupe d'enseignants, stagiaires, sur les compétences numériques. Et, j'ai puisé dans le modèle Desjardins. Et ce que j'ai retrouvé, c'est que ces enseignants, ils ont des compétences de communication, des compétences informationnelles, des compétences de communication, des compétences de l'usage des outils sous forme d'outils numériques pour des fins de socialisation. Mais quand on était plus, on a plus creusé sur les compétences techniques et les compétences épistémologiques. Je dis épistémologiques, ça veut dire les usages du numérique comme outil cognitif. Là, le résultat, c'était catastrophique. Ça explique quoi? Ça explique que nous avons deux courants, nous avons deux vitesses qui sont différentes. Une vitesse qui est là, qui veille à ce qu'il y ait l'équipement, est-ce qu'il y ait la connexion auprès de la population. Et puis, en parallèle, il y a une vitesse faible qui a plus sur l'apprentissage, sur la maîtrise de l'usage des outils numériques, il y a plus sur l'usage. Et donc, je ne pense pas que, c'est le cas ici au Maroc. Mais je pense que maintenant, au contraire, le savoir, il est éparpillé sur la toile. Il est sur la toile sous forme de tutoriels, sous forme de capsules vidéo, sous forme de sites web, etc., etc. Et donc, je pense que maintenant, le savoir, il est tout près des populations, même les populations qui sont démunies, qui sont défavorisées, contrairement à ce qui se passait, qui était dans le temps. Dans le temps, l'accès au savoir, à la connaissance, était un privilège chez les gens qui avaient les moyens de l'avoir. Mais maintenant, je pense que c'est avec un coût minimum que vous pouvez aller dans un cybercafé,
Et puis, vous pouvez télécharger, retrouver les informations dont vous en avez besoin. Vous pouvez même choisir la forme de l'apprentissage que vous voulez. Est-ce qu'elle est textuelle? Est-ce qu'elle est audio, visuelle? Est-ce qu'il est sous forme de, justement, une émission télévisée ou une émission audio, une capsule vidéo? Et donc, ça questionne la volonté des gens, des apprenants à adhérer à ce mouvement. Je pense que les gens, en fait, les apprenants d'aujourd'hui, ils sont plus axés sur une comparaison. Ils tiennent plus sur une comparaison de l'autre avec l'autre. Qu'est-ce qu'a fait l'autre? Qu'est-ce que les gens ont fait? Je dois peut-être être mieux que les autres. Qu'est-ce que je dois faire pour être un influenceur, une influenceuse, etc. Donc, c'est plus l'aspect matériel qui je sais pas, qui les éloigne de ce mouvement de connaissance. Donc, je pense que pour dire qu'il y a une injustice, je ne pense pas. C'est plus, une tendance, une tendance, je ne sais pas comment je ne trouve pas le nom, mais c'est plus une tendance qui est plus persistante. Donc, je le reprends. Au Maroc, on n'a pas une fracture en matière d'équipement, mais c'est plus une fracture d'usage et qui questionne, bien sûr, les ministères de l'Éducation, les instances de formation, etc. Merci. Je pense, si j'ai compris, je pense avoir répondu à votre question, Slimani. Et si vous voulez en débattre, on peut le faire plus tard. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mourad. Oui, merci à vous. Alors, le sujet est passionnant. On commence à dépasser l'heure. Donc, je vais donner la parole à une dernière personne pour une dernière question, pour qu'on ne dépasse pas trop les 90 minutes. Donc, vous avez la parole, Monsieur Zerouali. Monsieur Zerouali, vous pouvez ouvrir juste le micro. Donc, vous avez la main pour intervenir. Bon. Okay. Bon, apparemment, ça ne marche pas. Donc, je vais lire une dernière question dans le chat. Merci pour cette présentation. J'aimerais savoir quel est le niveau d'intégration du numérique donc du côté de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Que pouvez-vous en dire? Voilà. Donc, ça va être notre dernière question avant le mot de fin. OK. Donc, voilà. Je comprends. Quand il s'agit de l'enseignement technique et professionnel, si j'ai bien compris, c'est plus l'enseignement axé sur ce qui est mécanique, ce qui est industrie, ce qui est génie électrique, ce qui est génie électronique, ce qui est plus de la mécatronique. C'est un champ très riche. En fait, il s'agit d'un champ très riche pour l'application du numérique. Et si je voulais que je parle du Maroc, là, nous avons des établissements d'enseignement technique. Je sais qu'il y a plus d'usage du numérique parce que là, le numérique, il remplace en fait ce qui est plus. Il remplace plus, il émet plus des simulations, ce qu'on appelle les simulateurs, les simulations qui sont plus utilisées par les élèves qui sont dans l'enseignement technique. Donc, il y a plus d'usage, plus d'intégration du numérique dans les disciplines techniques et professionnelles comparé au champ des sciences humaines. Voilà. C'est un constat ici au Maroc, à l'échelle internationale ou à l'échelle, je ne peux pas prononcer. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais juste essayer de conclure avant de vous laisser le mot de la fin, cher prof Ben Ali. Donc, d'abord, tout juste pour vous remercier. Merci beaucoup d'avoir consacré votre temps pour nous entretenir sur un sujet très, très important en éducation et pour la qualité de votre présentation, la pertinence des réponses qui ont été proposées. Ensuite, remercier l'ensemble des participants. Comme d'habitude, le point, on était aujourd'hui au-delà de 80 personnes. Donc,
Généralement, on était autour de 72, mais au plus fort, on était allé jusqu'à 83 personnes. Donc, ça montre aussi l'intérêt de ce sujet. On était dans beaucoup de pays. J'ai reconnu plusieurs collègues du Gabon, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, beaucoup du Maroc, mais on était aussi au Québec et aux États-Unis. J'ai vu des collègues de Haïti aussi. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse le mot de la fin, Prof. Benali. Voilà, pas grand-chose à dire. Il faut, je vous remercie également, remercie l'audience et pour leur patience et remercie également l'Institut de sciences d'éducation de l'UM6P pour m'avoir donné cette occasion de parler du numérique. Et on ne cesse de parler de ce sujet. Comme je dis, c'est un sujet qui fait l'actualité et qui continuera à faire de l'actualité, surtout avec les outils d'intelligence artificielle qui sont maintenant, tout le monde en parle. Actuellement, je travaille avec mes étudiants. Je suis en train de le tutorer par un chat GPT avec You et voir est-ce qu'un outil d'intelligence artificielle peut quand même aider à faire l'affaire dans une situation de tutorat. On travaille également sur les avatars. Est-ce que les avatars peuvent remplacer les humains dans les capsules vidéo en scène des MOOC. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un sujet en pleine évolution et on ne cesse de chaque jour d'en parler et l'histoire continue. Voilà, l'histoire continue. Merci infiniment, professeur Judical, et merci infiniment pour toute l'audience qui a été présentée. Merci beaucoup. Merci. Et donc, à la prochaine. Merci à tout le monde. Merci.